Bonjour, dans cette vidéo, nous allons décrire le comportement de la pression dans un gaz. Vous pouvez vous reporter à la vidéo précédente sur les états de la matière pour plus de précision sur la définition d'un gaz. Je vais rappeler ici d'abord les différents paramètres physiques qui permettent de caractériser un gaz, tant à l'échelle macroscopique qu'à l'échelle microscopique. Et je vais également faire le lien entre ces deux descriptions. À l'échelle macroscopique, le gaz va être décrit par les grandeurs suivantes. Donc tout d'abord la quantité de matière N, la pression P, la température T, le volume V. Le gaz est également caractérisé par ce qu'on appelle la compressibilité, c'est-à-dire sa capacité à se détendre ou à se compresser. Donc son volume peut changer lorsqu'il y a une contrainte qui s'exerce sur les parois de l'enceinte dans laquelle il se trouve. À l'échelle microscopique, on a les grandeurs suivantes que je viens de faire apparaître. Et il y a donc une relation avec les grandeurs macroscopiques. Par exemple, la quantité de matière N à l'échelle macroscopique est directement liée au nombre de molécules. La pression P correspond à la résultante de toutes les interactions répulsives qui vont s'exercer entre les molécules lorsqu'elles s'approchent suffisamment près d'une paroi. Et donc si on fait la somme de toutes ces forces répulsives sur une unité de surface, donc 1 mètre carré, donc on obtient la pression. La température, elle est liée à la vitesse moyenne des particules. Donc toutes les particules vont se déplacer dans tous les sens de manière aléatoire à une certaine vitesse. Elles n'ont pas toutes la même vitesse, mais en moyenne, vous avez une vitesse moyenne qui va être directement liée à la température. Donc plus les molécules bougent vite et plus la température est élevée. Comment donc interpréter maintenant la compressibilité? Donc, il y a du vide entre les molécules et du coup les molécules peuvent s'éloigner et se rapprocher les unes des autres. Et la distance en fait entre les molécules peut varier. Et cette distance, donc cette position des particules les unes par rapport aux autres dans l'espace, va être directement liée au volume qu'on mesure macroscopiquement. Par exemple, plus la distance entre les particules est grande et plus le volume occupé va être grand. Avant de passer à la description du gaz, je vais juste énoncer quelques hypothèses qu'on va faire pour simplifier un petit peu cette description. D'abord, on va considérer on va étudier en fait un gaz pour lequel la quantité de matière est considérée comme constante. D'accord, le gaz est dans une enceinte fermée. On va fixer également la température afin de ne pas avoir trop de paramètres qui varient en même temps. On va également considérer que le gaz n'est pas trop dense, c'est-à-dire que la distance entre molécules est très très grande par rapport à la taille d'une molécule. Dans ce cas-là, il n'y aura pas d'interaction entre les molécules elles-mêmes et les seules interactions à considérer sont les interactions avec la paroi en fait, de l'enceinte. Ok, alors on va étudier la situation suivante. On a un gaz dans un piston ou une aiguille et relié à un manomètre ou un pressiomètre qui mesure la pression. Le volume peut être mesuré avec les petites graduations que vous pouvez avoir sur le piston par exemple. Okay. Donc il est possible d'appliquer une force sur le piston afin de faire varier le volume. Donc qu'est-ce qu'on constate ici lorsqu'on appuie sur le piston? Donc on passe d'un volume V0 à un volume V1 qui est plus petit que V0. Et donc dans ce cas-là, lorsqu'on avait un volume V0, la pression mesurée était P0. Et lorsque on comprime, et bien là le volume va augmenter. D'accord, donc P1 va être plus grand que P0. Donc il est possible de faire toute une série de mesures donc, de pression et de volume, et pour chaque volume mesuré, eh bien on va indiquer la pression correspondante. Et on fait ça pour plusieurs pressions et plusieurs volumes, et on voit que c'est une courbe qui est décroissante. La pression diminue lorsque le volume augmente.
Donc une fois qu'on a cette courbe, ce qu'on veut faire, c'est trouver la relation mathématique entre P et V, c'est-à-dire quelle est la fonction P égale f de V. Alors visuellement, c'est pas forcément évident de deviner de quelle relation mathématique il s'agit. On peut demander à un logiciel de le faire à notre place, mais sinon, si on veut le faire graphiquement à la main, il faut essayer de se ramener en fait à une relation linéaire, une relation de proportionnalité. On voit que comme P diminue en fonction de V, on va tester la relation, est-ce que P est inversement proportionnel à V. Okay. Donc on va tracer une seconde courbe qui est la fonction de P par rapport à 1 sur V, donc par rapport à l'inverse du volume. Donc pour chaque volume qui a été mesuré ici, on va calculer son inverse et puis on va tracer P en fonction de 1 sur V. Et là on voit que P augmente bien en fonction de 1 sur V et même mieux que que la fonction qui les relie, c'est une fonction linéaire puisqu'on peut modéliser les points par une droite qui passe par l'origine. La pression est bien proportionnelle à 1 sur V, c'est-à-dire inversement proportionnelle à V. On peut écrire la relation suivante, P égale une constante de proportionnalité fois 1 sur V. D'accord ? L'ordonnée est proportionnelle à l'abscisse. Cette relation peut se réécrire P fois V égale K égale constante. Et c'est cette relation qu'on va appeler la loi de Boyle-Mariotte. Donc je l'encadre. Loi de Boyle-Mariotte. Alors, quelles sont les applications de la loi de Boyle-Mariotte ? Alors, il est possible de l'utiliser pour calculer une pression P lorsqu'on connaît un volume, ou inversement de calculer un volume lorsqu'on connaît une pression. Mais dans ce cas, il faut connaître la constante K. Donc, première question qu'on se pose, c'est que vaut cette constante ? Alors, il n'y a pas vraiment de valeur bien définie pour K. En réalité, elle est constante uniquement dans l'hypothèse où la température et la quantité de matière sont constants. Et lorsque ces deux paramètres changent, en fait, la constante va également changer. Donc, vérifiez bien avant d'appliquer la loi de Boyle-Mariotte que T et N sont constants. Deuxième question, du coup, comment calculer la constante ? Donc la méthode, c'est il faut se placer dans une situation où vous connaissez à la fois la pression et le volume, et la constante va simplement être le produit de cette pression et de ce volume que vous connaissez. On va souvent écrire la loi de Boyle-Mariotte sous la forme suivante. P0 fois V0 égale P1 fois V1. Et dans ce cas-là, si on connaît P0 et V0 et que par exemple on a mesuré P1, il est possible de calculer V1, ou alors si on a mesuré V1, il est possible de calculer P1. Donc par exemple, pour calculer P1, P1 va être égal à P0 fois V0 divisé par V1. Donc imaginons qu'on ait la situation suivante. On a un ballon, d'accord ? On est à la pression, 1 bar, et le volume du ballon va être de 1 litre. Ok, donc on va faire monter ce ballon en altitude, et dans ce cas-là, on va observer que le volume du ballon augmente. D'accord, il a un plus gros volume en altitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc imaginons que là, on a un volume qui a doublé, qui est de 2 litres maintenant. Quelle est la pression dans le ballon ? La pression va être plus petite que 1 bar, et en particulier, comme on a multiplié le volume par 2, et bien là, la pression va être divisée par 2, puisqu'on a une relation inversement proportionnelle. Ok, deuxième situation, là le ballon, on va le mettre sous l'eau, on va le descendre à, 10 mètres, on voit que le volume diminue, et à 10 mètres de profondeur, la pression est de 2 bars, 2 fois plus grande que ici la pression atmosphérique.
quel est le volume du ballon. Donc si la pression a été multipliée par 2, le volume, comme il est inversement proportionnel, lui, va être divisé par 2. 0,5 litres. Donc, quelques remarques pour finir. Première remarque, il y a 2 types de situations qu'on peut étudier pour l'application de la loi de Boyle-Mariotte. Premier cas, vous allez étudier un gaz dans un volume, dans une enceinte rigide, comme une bouteille ou une bonbonne de gaz. Dans ce cas-là, le volume est constant et ne peut pas changer. Pour augmenter ou diminuer la pression dans le gaz, il faudrait soit changer la température, soit faire varier la quantité de matière. Donc attention, dans ce cas, il faut prendre des précautions en appliquant la loi de Boyle-Mariotte. On pourrait éventuellement appliquer cette loi en considérant une situation hypothétique où on aurait cette même quantité de gaz à pression atmosphérique, d'accord, et on vous donnerait le volume qu'aurait cette même quantité de gaz à pression atmosphérique. Et dans ce cas-là, vous pourrez appliquer la loi de Boyle-Mariotte entre cette situation hypothétique et la situation de votre gaz. Deuxième situation, vous avez un gaz dans une enceinte dont le volume peut varier, comme un ballon ou voire un piston, d'accord, que où vous pouvez appuyer ou tirer sur le piston. Dans ce cas-là, si on n'applique pas de force sur la paroi, eh bien, la pression qui est à l'intérieur de l'enceinte va s'équilibrer avec la pression qui est à l'extérieur. Et donc, par exemple, ici, P extérieur égale P gaz. Et puis, si on change la pression extérieure, ça va s'équilibrer. Évidemment, donc du coup, si on connaît la pression extérieure, il est possible de connaître la pression dans le gaz. Évidemment, si on applique une force sur l'enceinte, par exemple, si on tire sur le piston ou qu'on appuie sur le piston, donc imaginons qu'on appuie sur le piston ici, et bien là, dans ce cas-là, la pression dans le gaz peut être différente de la pression extérieure. Et pour cela, il faudra tenir compte de la force qu'on exerce pour calculer, par exemple, la pression dans le gaz. Deuxième remarque, pour l'application de la loi de Boyle-Mariotte, P0 fois V0 égale P1 fois V1, lorsque vous êtes à 2 situations différentes, 0 et 1, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir les pressions en pascal ou le volume en mètre cube, qui seraient les unités un petit peu du système international. Vous pouvez aussi utiliser des bars ou des litres si c'est plus pratique. Il faut juste en fait que les unités soient cohérentes d'un côté et de l'autre du signe égal. Donc si vous utilisez des pascals ici et des mètres cubes ici, vous aurez des pascals ici et des mètres cubes ici. Par contre, si vous avez des bars ici et des litres ici, et donc par exemple, du coup, il faudrait convertir votre volume en litres de ce côté, et le calcul de P1 que vous ferez de ce côté-là, vous l'aurez en bars. Dernière remarque, on va souvent utiliser la pression atmosphérique. La pression atmosphérique correspond à la force, la résultante des forces pressantes que l'air va appliquer sur n'importe quelle surface de valeur S. Et de manière générale, la valeur qu'on va retenir pour la pression atmosphérique au niveau de la mer, d'accord, ça va être égal à 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Alors, ce n'est pas une constante, c'est une valeur moyenne. La vraie pression atmosphérique au niveau de la mer fluctue autour de cette valeur-là. Elle peut être plus grande si vous êtes en situation anticyclonique ou plus petite si vous êtes en dépression, pareil. On va aussi pouvoir l'exprimer en hectopascal, et ça ferait 1013 hectopascal. Et pour simplifier, on va parfois l'exprimer en bar, et puis ça va être à peu près 1 bar, puisque, comme je vous le rappelle, 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal. Mais là, on utilise 1 bar si jamais on ne veut pas avoir des précisions au-delà de 3 ou 4 chiffres significatifs.